Donc, quelques mots d'abord sur le CCNE. Le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, créé il y a près de 40 ans, donc, a des missions qui sont inscrites dans la loi, c'est-à-dire donner des avis. Au début, d'ailleurs, dans le décret de création du CCNE, c'est donner des avis sur les problèmes moraux soulevés par l'avancée des connaissances, l'avancée des innovations, etc. Donc, ça a été changé rapidement dans cette dénomination de problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance, des sciences, dans le domaine de la biologie, dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine de la médecine. Et la révision de la loi de bioéthique qui a eu lieu le 2 août dernier, donc c'est la 4e révision, a étendu ce champ de compétences, ce champ disciplinaire du CCNE, en étendant à tout domaine qui avait des conséquences sur la santé de l'homme. Et donc, on voit dans ce cadre-là les questions de One Health, que vous connaissez maintenant un petit peu, notamment dans la littérature, vont être prises en charge, en particulier par le CCNE, pas seulement. Donc, jusqu'à cette révision de la loi de bioéthique de 2 août, on était 39 membres plus un président, ce qui faisait 40. Et l'innovation, si je puis dire, en termes de composition, le 2 août de 2021, ça a été d'introduire 6 représentants des associations d'usagers de la santé, c'est-à-dire des associations de personnes handicapées, des associations de défenseurs de droits, etc. Donc, il y a depuis peu, finalement, depuis fin avril, 6 personnes de plus, mais qui ont un statut un peu différent. Et je crois que c'est important aussi de voir l'intérêt que le législateur a eu d'ouvrir le CCNE sur la société. On en parlera un petit peu aujourd'hui sur ces questions de Covid en particulier, mais aussi de faire en sorte que ce travail c'est la responsabilité du CCNE, de ce travail d'intégration puisse se faire. Les personnes issues d'associations d'usagers auront probablement un accompagnement pour pouvoir intégrer l'ensemble de la communauté CCNE. Et cet ensemble des membres du CCNE est très hétérogène, si je puis dire, en termes de discipline. Bien sûr, il y a des médecins, mais ils ne sont pas majoritaires. Il y a des scientifiques, il y a également des juristes, il y a des représentants ou des personnes appartenant à des courants de pensée. Depuis le début, il y a 5 membres de courants de pensée, religieux ou non, qui sont nommés par le président de la République et qui font partie du comité d'éthique et qui apportent, finalement, c'était au moins l'intention initiale, qui apporte un regard de la société par rapport au monde médical et scientifique qui traitait des questions. Les questions au démarrage du CCNE, c'était le statut de l'embryon, par exemple. C'était les questions d'ouverture de l'AMP. C'était des questions quand même relativement importantes qui ne sont pas réglées aujourd'hui, mais qui évoluent aussi en fonction de l'évolution de la société. Donc, des questions sociétales aussi sont traitées, bien sûr, dans le cadre du comité d'éthique, en marge, si je puis dire, des questions scientifiques qui sont traitées. On a produit 138 avis aujourd'hui. C'est plus, d'ailleurs, parce que tous les avis Covid qu'on a rendus depuis 2 ans n'ont pas été numérotés. Donc, je pense qu'on est autour de 150 avis. Alors, il est présidé par Jean-François Delfrécy, mais vous aviez vu sa photo juste dans la diapositive. Le comité au travail, qu'est-ce que c'est finalement? Quand on regarde un peu le travail du CCNE sur le long terme, on reçoit des questions. On reçoit des questions qui émanent, par exemple, de saisines ministérielles. Dans le cas de Covid, le ministère de la Santé nous a alimenté régulièrement de questions avant d'enclencher une modification de la politique gouvernementale. On a donc aussi des autosaisines, c'est-à-dire qu'on se saisit, et ça fait un certain temps d'ailleurs que cette pratique est faite au sein du comité, on se saisit de questions qui nous semblent importantes, qui sont revenues par différents canaux et qui sont traitées à l'instar des questions de saisine officielle, si je puis dire. Ces saisines sont arbitrées par la section technique, c'est-à-dire la section technique que j'ai présidée pendant 6 ans jusqu'en avril, va évaluer le type de réponse qu'on peut apporter aux questions qui nous sont posées.
quand c'est une saisie ministérielle, c'est relativement simple. On met en place un groupe de travail qui va travailler pendant un certain temps et qui va rendre sa copie, si je puis dire, une copie non aboutie à la section technique, qui va estimer l'état d'avancement du projet de réponse avant de passer au comité plénier, qui est l'instance décisionnelle du CCNE. Donc, vous voyez, il y a une sorte de boucle, en fait, qui fonctionne très bien quand on a du temps. C'est-à-dire que la section technique reçoit, trie, soit une réponse directe, soit un groupe de travail. Le groupe de travail fonctionne, revient devant la section technique, qui après arbitre pour savoir s'il y a possibilité de passer au plénier ou non. Et donc, ce type de fonctionnement est tout à fait jouable dans un comité qui a du temps. Or, la période Covid, c'était une saisine ministérielle 48 heures avant et une réponse souhaitée dans les meilleurs délais, c'est-à-dire moins d'une semaine en quelque sorte, souvent. Donc, on a essayé de retarder un petit peu les échéances, mais dans la mesure où la politique gouvernementale a été en particulier sous forme disons, rapide en termes d'arbitrage, il fallait aussi que l'arbitrage du comité d'éthique puisse être le plus rapide possible. Donc, vous voyez, la première réserve que je fais sur la formulation de nos réponses dans ce cadre de la Covid et dans nos réflexions éthiques, c'est qu'on n'a pas eu forcément le temps de réfléchir avec toute cette dynamique de fonctionnement qui est propre au CCNE. Et nous l'avons dit. Et jusqu'à même une saisine qui a eu lieu en juin 2021 sur la vaccination des ados. On nous a demandé, bon, est-ce qu'il est possible de vacciner les ados? Et la réponse qu'on a formulée dans des délais qui étaient décents, c'est-à-dire dans les 3 semaines suivantes, ils ont été anticipés par la réponse gouvernementale qui n'a pas attendu la réponse du CCNE pour dire oui, on peut vacciner les ados. Donc, vous voyez, la difficulté, et ça c'est le premier point que je souligne, la difficulté d'une réflexion éthique quand le temps n'est pas permis, quand le temps de la réflexion n'est pas suffisant pour pouvoir produire une réflexion qui n'est pas seulement une réflexion, des auditions qui permettent aussi d'écouter un peu les experts dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi en termes de réflexion? La réflexion éthique, c'est un questionnement. Ce n'est pas forcément dire oui ou non quand on répond à une question. C'est de mettre en contexte cette réflexion et de, un peu ce que j'ai écrit dans la première ligne, c'est-à-dire dans la mesure où il y a un écart entre ce qui est techniquement possible, de façon générale, quand il y a une innovation, modification du génome, par exemple, de l'embryon, ce qui est techniquement possible est-il éthiquement souhaitable? Donc, vous voyez que cette réflexion-là mérite d'être posée, et c'est la mission du comité d'éthique de pouvoir réunir un certain nombre de personnes pour pouvoir réfléchir à cette question, d'auditionner des parties prenantes ou non, et qui permettent finalement de questionner la question et d'apporter des réponses qui soient aussi une forme de questionnement du progrès. Et c'est ce qu'on nous demande. Est-ce que toute innovation est un progrès pour la société? Je pense que cette réflexion mérite de poser une démarche éthique dans le cadre de la mission du CCNE. Donc, le questionnement, ça nous paraît important comme substratum du fonctionnement du CCNE. Questionner pour donner du sens finalement au progrès. C'est ça, je pense, qui est un point important de la démarche éthique. La science va s'intéresser au comment, va expliquer un petit peu tel ou tel fonctionnement. Et l'éthique et la réflexion éthique, je pense que dans le groupe éthique de Alumni, je pense que c'est un point important, va discerner le sens même de ce progrès, de cette innovation, et laisse la place finalement à un autre possible. Il n'y a pas, même si on a une quarantaine de membres au niveau du CCNE, il n'y a pas forcément une homogénéité dans les opinions, bien entendu. Il y a des représentants des juristes, des représentants de courants de pensée, etc., qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions du progrès. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre sur la table, et c'est le principe même de la démarche éthique, toutes les opinions,
d'entendre que toutes les opinions sont entendables finalement et de pouvoir laisser la place à tous les possibles. C'est ça qui demande du temps. Quand vous imaginez qu'on vous demande une réponse dans les 48 heures, cette technique que je viens de vous exposer et cette méthodologie que je viens de vous exposer n'est pas forcément réalisable facilement. Et quand on voit un petit peu derrière ce qu'il y a à cette réflexion éthique, on voit que ça renvoie à la responsabilité de chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a un des points importants qui a été organisé, on a organisé avec Jean-François Delfrécy en 2018, c'était les États généraux de la bioéthique. C'est-à-dire avant la révision, troisième révision de la loi de bioéthique, qui a donné lieu à cette promulgation de la loi du 12 août 2021, on a organisé au niveau français une réflexion avec les espaces de réflexion éthique régionaux, de façon à essayer de poser la question du sens du progrès, finalement. Et ça a mobilisé l'ensemble de la société. On a eu énormément de personnes qui se sont mobilisées. Et le titre même de cette réflexion, c'était « Quel monde ?» avec une faute, « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Et je crois que là, c'est bien le sens de la réflexion éthique. Qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut avaliser tous les progrès issus de la science ou est-ce qu'on veut finalement réfléchir au sens même de ce progrès? Je suis un peu long peut-être pour vous décrire un petit peu le sens même de la mission du CCNE, mais je crois que c'est important de rappeler cet aspect-là. Alors évidemment, cette réflexion s'appuie sur un certain nombre de principes. On va les revoir dans le cadre des avis Covid qu'on a délivrés. Mais vous retrouverez sans surprise les questions de non-nuisance, les questions de bienfaisance, l'autonomie, l'équité, la liberté, le respect de la dignité de la personne humaine, la non-commercialité du corps humain, le principe de solidarité aussi, et une éthique de la vulnérabilité, l'obligation de soins. Je pense que les médecins sont sensibles à cet aspect d'obligation de soins. Et vous verrez, quand on parle de la période Covid, on peut se poser la question à un moment donné, quand il y a saturation des ressources, par exemple. Et aussi, je pense que dans la réflexion éthique, c'est le point important qui est, non seulement on peut affirmer un droit, dans la loi, il y a des droits pour les soins palliatifs, par exemple, mais la réflexion éthique va jusqu'à aussi l'accès à ce droit. Et la question, j'ai pris l'exemple des soins palliatifs, est-ce qu'aujourd'hui, en France, ce droit qui est depuis plusieurs années autorisé, donné, ouvert à l'ensemble de la population en situation de fin de vie, est-ce que l'accès à ce droit est favorisé et facilité pour l'ensemble des populations? Je ne vous donne pas la réponse, mais vous savez en particulier que cette réponse est plutôt négative. Il y a 26 départements qui sont dépourvus un peu de ces soins palliatifs. Donc, vous voyez, l'accès au droit, c'est bien. Le droit, c'est bien. Le droit à un soin, c'est bien. L'accès à ce soin, l'accès à ce droit est essentiel. Et la réflexion éthique doit prendre en compte cet aspect. Vous me dites où j'en suis au point de vue timing. J'ai pas un quart d'heure. Donc, j'ai commencé simplement l'introduction. Alors là, on en vient au Covid. Vous vous souvenez, 2020, ça vous rappelle quelque chose? Premier confinement, autour du 17 mars, je crois, 17 ou 16 mars 2020. Ça, c'est la place de la Concorde, désert, etc. Donc, il y a un moment de surprise, en quelque sorte, une crise sanitaire qui est inédite, qu'on pense solutionner relativement rapidement, même si on n'a pas de vaccin, même s'il y a des incertitudes sur l'origine même du virus. Et cette crise qui démarre, qui est issue en particulier du monde asiatique, cette crise qui démarre en France en janvier 2020, en quelque sorte, dure toujours. Finalement, quelque chose qu'on espérait évacuer rapidement. En juin 2022, on peut faire un bilan au niveau mondial, c'est 6 millions de décès, et plus de 6 millions de décès au niveau mondial, mais le Conseil scientifique estime qu'il faudrait multiplier par 2 ou 3 ce chiffre. Donc, on est dans une ampleur de la pandémie qui est quand même importante, 17-18 millions de décès. En France, on est à 148 000 décès aujourd'hui. Et vous savez, en regardant le point épidémiologique de Santé publique France, que ça repart un petit peu, les contaminations repartent. Le R0, qui était jusqu'à 1 il n'y a pas longtemps, est
un 3, 5, un 4. Bon, même si les hospitalisations n'ont pas augmenté, si les décès restent relativement modestes par rapport à ce qu'on a connu pendant cette période-là, il y a quand même une reprise qui est signalée par l'ensemble des scientifiques et des médecins, je pense. Donc, il y a une crise qui n'en finit pas, en quelque sorte. Néanmoins, quand on regarde un petit peu les avis qu'on a, et je vais peut-être faire assez court parce que c'est des choses que vous connaissez certainement, les avis qu'on a rendus, il y a cette temporalité qui est nécessaire à prendre en compte. Et avec Jean-François Delfrécy, on pense qu'il y a aujourd'hui trois temporalités dans le Covid. La première, c'est 2020. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de variant, en quelque sorte. Il y a le variant, le virus mère qui fonctionne, qui se développe. Il y a deux vagues en particulier qui nécessitent deux vagues de confinement importantes. L'une en mars jusqu'au 11 mai, l'autre un peu pendant l'automne, avec 65 000 décès comptabilisés sur cette période, et en particulier un tiers des décès, plus d'un tiers des décès dans les EHPAD. Donc, pour vous donner une idée, les EHPAD, c'est 500 000 personnes en France. Donc 500 000 personnes va focaliser plus d'un tiers des décès pendant cette période-là. Donc il y a eu une réaction finalement de la politique de santé qui est de dire sauvons les vies. Sauvons les vies en particulier dans les EHPAD. Il y a un confinement, il y a une proximité des gens avec des comorbidités importantes et qui fait que le virus diffuse dans la mesure où, encore une fois, dans cette période-là, il n'y a pas de vaccin. Les vaccins arrivent à la fin de l'année 2020 et commencent à être en France disponibles au premier semestre, dès janvier 2021. Il faut signaler et souligner d'une façon très nette qu'il y a eu un effort de l'innovation pendant cette période-là. On arrive finalement à avoir un vaccin au bout de quelques mois, après un travail important de la recherche publique et des industries pharmaceutiques, qui permet finalement de faire face à cette pandémie dès la fin de 2020. Alors la deuxième phase en 2021, on a les variants qui se diversifient. Vous avez entendu parler du variant alpha, du variant delta, avec à chaque fois des vagues de contamination, des vagues d'hospitalisation. Je vous signale en particulier que dans la troisième vague, au printemps 2021, il y a un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 100%. Ça veut dire que tous les patients Covid+, sont dirigés vers les lits de réanimation, ce qui pose plusieurs questions sur le plan éthique en particulier, et en particulier pour les médecins. C'est que fait-on des autres patients, ceux qui ont besoin d'une hospitalisation et qui sont Covid-. Et en tout cas, que fait-on des patients Covid aussi, puisque avec une saturation à 106%, on ne peut pas recevoir l'ensemble des patients. Donc, question éthique. Et c'est ces questions-là que le ministère de la Santé nous a posées en particulier. Donc, quatrième vague avec un autre variant, etc. Toujours des décès, 45 000 décès la première vague, 12 000 la troisième et quatrième, beaucoup moins dans les EHPAD. Et c'est un résultat d'une politique de vaccination à tour de bras, si je puis dire, sans jeu de mots, des personnes âgées dans les institutions. Et donc, on voit que les décès pendant cette deuxième étape de 2021 dans les EHPAD, les décès sont beaucoup plus faibles. Et troisième étape, c'est la cinquième vague, c'est ce qu'on connaît depuis le début de 2022. C'est un nouveau variant, mais je dirais qu'il y a des sous-variants. Ça, on le voit tous les jours. Maintenant, on est au BA5. Il y a eu pendant le début un BA2 qui a été majoritaire. Omicron, on est toujours sur Omicron avec ces variants-là, ces sous-variants. Mais on a une modification régulière du variant Omicron qui entraîne finalement une contamination toujours importante, et ce qui est reflété dans le point épidémiologique que je viens de relater.
toujours 29 000 décès, quand même, depuis l'année 2000, depuis le début de l'année. On en parle beaucoup moins. Tant les 60 000 décès de 2020 créent quand même une certaine surprise et une stupeur dans la société. 30 000 depuis 6 mois, à peine 6 mois, c'est-à-dire l'équivalent. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on s'habitue? C'est une question quand même importante quand même au niveau de la société, de voir un petit peu l'adaptation, la réversibilité finalement de l'opinion. Alors, je vais peut-être voir avec vous un certain nombre de questions éthiques qu'on a déjà évoquées rapidement dans ce que je viens de vous présenter et qui concernaient finalement l'aspect santé, l'aspect de l'épidémie. C'est une situation exceptionnelle, cette pandémie pour l'humanité. Et ça a posé des dilemmes éthiques aussi, peut-être pas nouveaux, mais qui ont été mis sur la table à cette occasion. D'une part, et on l'a dit déjà rapidement, la crise a engendré des réponses innovantes très rapides, mettant en œuvre des stratégies pour sauver le maximum de vies humaines. C'était ça l'objectif. Finalement, la création de vaccins, de plusieurs vaccins, de différents types de vaccins, a été tout à fait admirable. Les mesures prises aussi, c'est un autre point qui a été important, j'ai parlé des confinements, les mesures prises pour endiguer la diffusion du virus tant qu'on n'avait pas le vaccin, ont provoqué des perturbations dramatiques du fonctionnement de la société. Et ça, on constate encore aujourd'hui, en particulier sur la santé mentale d'un certain nombre de personnes. Je pense que sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, bien entendu, sur le plan social, il y a eu des modifications importantes de la société, du fonctionnement même de la société pendant cette période. Et le système de santé, mais on l'a évoqué implicitement, le système de santé a été fragilisé. Il était déjà fragilisé avant. Et je pense que cette situation de crise l'a fragilisé un peu plus. C'est aussi le fait que la science, finalement, et c'est peut-être aussi qu'on voit un peu le rôle, la mission du CCNE, la science a été le premier recours à cette pandémie pour faire face à cette crise, avec non seulement ce que j'ai évoqué, la création des premiers vaccins, mais également, c'est en bas de cette diapositive, maintenant on voit apparaître aussi des médicaments. Ça, bon, je pense que quelqu'un comme Jean-François Delfrécy vous développerait beaucoup mieux que moi. Donc l'innovation a été prise en plein dans le cadre de cette crise. Et je pense que ça, c'est un point à saluer, c'est une modification importante qui a été apportée. Mais les scientifiques ont été mobilisés aussi dans le cadre du Conseil scientifique. Vous avez vu la création, dès le 11 mars 2020, d'un Conseil scientifique, essentiellement de médecins, d'épidémiologistes au début, ça s'est diversifié après, qui était en appui de la décision du politique. Alors qu'on aurait pu imaginer un travail de la haute autorité de santé, par exemple. On aurait pu imaginer un travail des instances qui sont normalement là pour accompagner la politique de santé. Non, il y a eu ex nihilo une création d'un comité. C'est aussi, je pense, un point important révélateur de cette crise sanitaire. C'est une expérience quand même originale pour la société, d'être confinée, d'avoir ces relations, ces liens relationnels, qu'ils soient intergénérationnels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels, etc., qui ont été coupés par 2 fois, surtout la première fois là, au printemps. Et ça, c'est une expérience originale. Enfin, il me semble qu'on n'avait pas connu, enfin, moi je suis un peu âgé par rapport à certains d'entre vous, il ne me semble pas avoir connu depuis mon enfance ce type de contrainte, c'est-à-dire suppression de la liberté au bénéfice de l'intérêt général. L'intérêt général, c'était sauver le maximum de vies. Question éthique. Est-ce que supprimer la liberté pour cet intérêt général est une démarche éthique? Donc, on a répondu aussi à ce type de questions. Mais l'autre aspect aussi de cette crise, ça a été révélateur des conditions, des inégalités sociales, des conditions sociales qui existent dans la société. Certaines études épidémiologiques, certaines études faites, EPICOV par exemple, faites par l'INSERM,
notamment par l'INSERM, avec l'adresse, a montré que les conditions sociales jouaient sur l'exposition au virus. Et que d'autre part, la crise sanitaire a accentué les inégalités sociales en matière de vulnérabilité professionnelle, en matière de vulnérabilité financière, en matière aussi d'accès inégal à l'éducation, etc. Donc vous voyez que, en même temps, la société s'expose dans des conditions assez originales à des formes de suppression de la liberté pour l'intérêt général, sans qu'on demande le consentement de la société d'ailleurs. Et d'un autre côté, la crise sanitaire va être le révélateur de certains dysfonctionnements, de certaines inégalités sociales dans le pays. Alors les questions éthiques, c'est les questions de ressources limitées, de réanimation, les vaccins pendant la période évidemment de 2020, mais également pendant le début de 2021. Donc, des questions qui réexaminent ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le soin. Tout le monde a accès aux soins. Tout le monde a accès à un soin de meilleure qualité. Ce n'est pas nouveau. Ça date de l'arrêté de la Cour de cassation de 1936. Donc, là, dans ces conditions-là, on voit que ce n'est pas possible de pouvoir assurer cet accès aux soins dans les meilleures qualités. C'est aussi la privation de liberté d'une ampleur importante, notamment dans la première partie du confinement, hein, au printemps 2020, pardon, mais avec aussi, bien sûr, une injonction de dire c'est pour vous protéger et pour protéger les autres, mais en même temps, on avait une injonction différente qui était de dire pour certains métiers, il faut aller travailler. Donc, on avait aussi un dilemme éthique qui était d'autoriser des personnes à aller travailler alors que d'autres étaient obligés de se confiner. C'est aussi peut-être de voir un petit peu si on avait dans ce cadre-là un certain nombre finalement de nouvelles questions éthiques à se poser. Est-ce qu'une situation d'exception doit entraîner une éthique d'exception? On a posé la question dans le premier avis du CCNE le 13 mars 2020, donc juste avant le premier confinement, et la réponse, ça a été non. C'est-à-dire que dans le cadre d'une crise comme celle-là, même avec des conditions que je viens de rappeler très rapidement, il faut respecter un certain nombre de principes que je vous ai rappelés au début de l'exposé. Donc, il n'y a pas sujet à avoir une éthique d'exception dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, pour résumer un petit peu l'ensemble, on a fait une dizaine d'avis dans cette période-là, donc sur 2 années, hein, en quelque sorte, un peu moins de 2 années. J'ai essayé de recentrer un petit peu, non pas pour vous donner chaque réponse aux 10 avis, ça serait laborieux et je pense peu intéressant, mais d'essayer de centrer sur 3 points. Un, le point sur l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? C'est un point important comme principe. Qu'est-ce qu'on a débouché dans le cadre de nos avis sur ce principe de l'autonomie, sur l'équité aussi, et sur l'éthique de la communication. Donc, sur l'autonomie et la solidarité. Le principe d'autonomie, je vous le rappelle, suppose que pour la personne, elle soit impliquée dans tout processus de délibération qui la concerne. C'est ce qui sous-entend de sa part la mise en place d'une démarche responsable, se concrétisant par une prise de décision. C'est ça l'autonomie. Et ça suppose évidemment une information éclairée, libre, et le recueil de son consentement. Alors, je pense que les médecins qui sont dans la salle sont tout à fait d'accord avec ce type de processus qui respecte le patient, qui respecte la personne, le recueil du consentement. La question qu'on s'est posée, c'est que dans les conditions qu'on a décrites, et en particulier au début de la pandémie, comment recueillir le consentement de la personne? Et est-ce qu'on a recueilli le consentement de la personne? Et est-ce qu'on a eu une information éclairée, libre, qui permette justement un consentement éclairé? Les mesures de gestion prises depuis mars pour faire face à l'épidémie concouraient aux objectifs de santé publique, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire limiter le nombre de décès dans la population, ce qui imposait des contraintes, des restrictions de liberté individuelle
voire des atteintes à la protection de la vie privée et des données personnelles. Par exemple, le suivi numérique qui a été mis en place assez rapidement pouvait interroger finalement le respect des données personnelles de chacun d'entre nous. Ça a été un sujet qui a été développé par le Comité national pilote d'éthique du numérique, qui a été créé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui travaille main dans la main avec le CCNE. Donc, ils ont réfléchi sur ces questions de contraintes et de respect de la vie privée quand on avait mis en place un certain nombre d'outils de suivi du numérique. Ce qu'on a dit au niveau du CCNE, c'était que le principe d'autonomie existe, même en situation de contrainte. Et je pense qu'un des messages forts qu'on a rappelé régulièrement pendant tous nos avis, c'était que de rappeler l'obligation d'expliquer et de rendre intelligibles ces décisions contraignantes, ces suppressions de liberté. Donc, il faut non seulement que ces suppressions, ces restrictions de liberté soient pondérées, soient, disons, mises à la hauteur des enjeux, mais également qu'elles soient intelligibles pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est un des points qu'on peut regretter. Et si on faisait un retour d'expérience, on a toujours souhaité dès le début de la pandémie, pendant cette période très longue, c'est des points qui seraient nécessaires à mettre en avant. Est-ce qu'on a eu finalement cette information intelligible des décisions qui a été prises régulièrement par l'ensemble des autorités? Autre point également qu'on peut illustrer autour de l'autonomie, c'est tout ce qui concerne la vaccination. Donc, c'est un acte médical qui nécessite le consentement de la personne. L'obligation vaccinale était-elle justifiée ou non pendant cette période? Alors, ça s'est posé non seulement pour les personnes âgées, mais également pour les professionnels de santé. Donc, vous savez que nous avons rendu des avis qui, disons, conseillaient de ne pas mettre en place l'obligation vaccinale, y compris pour les professionnels de santé. Néanmoins, vous savez que pour les personnes âgées, en particulier dans les institutions, ça a été institué dès le printemps 2021, comme obligation. Et pour les professionnels de santé, il me semble quand même aussi qu'il y a eu une obligation, sous peine d'être envoyé des services, de se faire vacciner. Nous, ce qu'on a dit, et c'est un petit peu ça sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que dans la mesure où il y avait une certaine incertitude sur la qualité même du vaccin, sur les effets du vaccin, sur l'effet du vaccin sur la transmission virale. Vous savez qu'au début, on pouvait imaginer que le vaccin pouvait diminuer la transmission du virus, ce qui n'a pas tout à fait été démontré par la suite. Ce qu'on a souhaité, c'est de dire que l'obligation vaccinale ne s'impose pas, y compris pour les professionnels de santé. Néanmoins, ce qui est important, c'est de rappeler la responsabilité des professionnels de santé. Et dans la déontologie même du métier, il est important de protéger celui qu'on soigne. Et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu l'objet de la recommandation du CCNE et qui a été bien comprise et reliée par les espaces de réflexion éthique régionaux dans le domaine. Donc, je crois que ce qui est important de voir un petit peu dans l'enchaînement de la réflexion éthique, je suis désolé de vous dire que c'est un peu rapide, un petit peu le résumé que je vous fais, mais vous voyez que c'était de ne pas dire immédiatement il faut une obligation vaccinale, non, il faut rappeler aux personnes cette notion même de responsabilité qui est endossée par le métier qu'elles occupent. Et je crois que ça, c'est un point important et qui suppose, c'est ce qu'on a écrit dans notre avis concernant la vaccination, une démarche pédagogique au sein des équipes collégiales sur le sujet de la vaccination, par exemple. Alors, pour les personnes âgées en institution, on a en particulier recommandé que le recueil du consentement qui était nécessaire ne soit pas bâclé. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le recueil du consentement soit le seul moyen pour protéger l'établissement ou la famille. Donc, vous voyez, là, un peu l'idée du CCNE, c'est de dire, oui, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, l'établissement fasse signer des papiers
sans forcément expliquer le pourquoi de la vaccination et le pourquoi éventuellement des risques et des incertitudes qui existent dans cette démarche de soins. Donc, on a souhaité aussi de rappeler aux institutions et aux familles qui accompagnent les personnes âgées, vacciner, oui, mais vacciner avec toute l'exigence du consentement que l'on souhaite. Et pour les jeunes, on s'est aussi posé la question, est-ce qu'il faut vacciner les ados? On a été interrogé au mois de juin 2021. La population française était très bien vaccinée à ce moment-là. Il y avait de l'ordre de 75 à 75% de première dose, à peu près à cette époque-là, juin 2021. Mais on pouvait se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas étendre aux jeunes cette vaccination, avec cette incertitude qui concernait aussi la transmission virale. On avait aussi la possibilité de dire aux personnes que finalement, il y a eu jusqu'à cette époque-là beaucoup de fermetures de lycées, de collèges, etc. Ça existait quand même pendant un certain temps, et ça pouvait être délétère pour la santé mentale des jeunes, pour leurs relations sociales, qui construisent finalement l'adolescence à cette époque. Et puis, il s'est posé aussi la question, les 5 à 11 ans, pourquoi pas les vacciner? Donc, dans une réponse, on a fait la réponse en 2 temps. Là encore, je vous la fais court. Pour les jeunes ados, 12-17 ans, en sachant que pour les adultes, donc à partir de 18 ans, c'était autorisé, hein, on a dit pas d'obligation vaccinale, mais une explication, et celui qui veut peut se faire vacciner. En sachant qu'il faut, là encore, expliquer un petit peu le pourquoi des vaccins, les incertitudes que l'on a sur le vaccin, etc. En revanche, pour les 5-11 ans, en juin 2021, on a dit on n'a pas d'effet, on n'a pas d'études qui disent que la vaccination a des effets positifs ou délétères sur la personne. Il y a eu en fait une première expérimentation, si je puis dire, qu'à l'automne 2021. Donc, en juin 2021, on a dit pour les 5-11 ans, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas suffisamment de données pour proposer, pour ouvrir la vaccination pour les jeunes enfants. Donc, vous voyez un petit peu notre démarche, c'était de s'appuyer sur des faits scientifiques, et on ne les avait pas à ce moment-là, et dire que quand on avait des données suffisantes en termes d'effets bénéfiques et d'effets non délétères, on laisse ouvert la vaccination aux jeunes. Alors, ça a bien marché, puisque 6 mois après, ou disons début 2022, on a quasi 80% des ados qui se sont fait vacciner. Parce que je pense qu'ils ont saisi l'occasion de dire, si on se fait vacciner, ça va nous permettre de retrouver un petit peu les liens, les relations sociales qu'on avait avant et qui avaient disparu pendant 1 an et demi. Donc, je crois qu'il y a eu un effet probablement bénéfique. Il y a eu un effet bénéfique aussi sur le nombre de contaminations au niveau des ados. Il y a eu, en revanche, peut-être pas suffisamment de maintien des gestes barrières qui a entraîné quelques dérives. Pour les jeunes de 5 à 11 ans, dans la mesure où fin décembre, on a eu des informations comme quoi il n'y avait pas d'effet délétère et que le virus circulait beaucoup dans les écoles maternelles, ce qui n'était pas le cas 6 mois avant, on a dit aussi, en prenant un certain nombre de précautions, en disant, et ça on a écouté les parents d'élèves en particulier et les associations familiales dans ce cadre-là, on a dit que dans des conditions particulières, on pouvait autoriser, et si les parents étaient d'accord, la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Et sans obligation et sans passe vaccinal, comme ça avait été évoqué à ce moment-là. Le résultat, aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de 5 à 11 ans, c'est de l'ordre de 4 à 8%, je crois, qui ont été vaccinés, parce qu'il n'y a réellement pas eu le ressenti que ça allait être un bénéfice. Il n'y avait pas de bénéfice attendu, sauf quand même qu'il y avait 220 hospitalisations graves pour les 5 à 11 ans à l'automne 2021. Donc, il y avait quand même, en particulier avec des PIMS, c'est-à-dire des inflammations sévères, de multisystèmes, il y avait un risque. Mais le risque était minime par rapport à la population de 5 millions de jeunes qui existent en France
et qui existait aussi à cette époque-là. Vous voyez, donc, notre recommandation a été toujours de la prudence en s'appuyant sur des faits scientifiques, de la recommandation qui était d'expliciter le pourquoi ou le non-pourquoi, de dire qu'on était dans un contexte d'incertitude et de pouvoir, disons, faire confiance à la responsabilité des gens. Je pense que c'est un point important qui sert de fil conducteur à l'ensemble des avis qu'on a eus dans cette période-là, y compris quand on a fait un avis sur le déconfinement. Quand le conseil scientifique nous a demandé d'avoir un avis sur le déconfinement, juste avant fin mai, pour dire quelles sont les recommandations éthiques pour le déconfinement, on a fait appel à la responsabilité des gens, en particulier. Donc, je vais peut-être aller assez vite sur, oui, disons, j'ai encore quand même quelques diapositives, sur la dignité, l'équité, etc. Je pense qu'on... Est-ce que vous pouvez peut-être vous interroger quand même sur cette première partie? Oui, parce que j'ai encore 7 ou 8 diapos. Et on peut s'arrêter là. Allez-y. Merci beaucoup à M. Duet. Je n'ai pas fini. Hein. Non, mais on fait une petite pause avec quelques questions. Moi, ce qui m'apportait de vous poser comme question, c'est effectivement, vous avez mentionné des grandes tendances autour de la vulnérabilité, l'autonomie. Donc, on voit les grands concepts, l'autonomie, la vulnérabilité, la solidarité, la responsabilité, qui ont structuré des prises de décision institutionnelles dans un contexte d'urgence, mais qui n'est pas très évident. Et est-ce que de tout cela, de tous ces avis, entre Covid, mais aussi ce que vous avez évoqué précédemment, on a le statut d'employeur, on a la PMA, la GPA, tous ces avis sur les différents sujets bioéthiques qui touchent à la fois l'humain mais aussi le vivant, on peut dégager des tendances sociétales, notamment sur le plan de notre société française. Et après, au niveau européen, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi notre positionnement et l'originalité du CCNE par rapport à l'Europe. Voilà comment, en fin de compte, on aurait de nouvelles tendances sociétales qui se dégagent à travers l'application du grand principe. Est-ce qu'on a régressé sur certains comportements ou certains débats, ou au contraire, est-ce qu'on a évolué plus sur nous? Je pense qu'avec la pandémie, on a beaucoup évolué sur les concepts de solidarité et de responsabilité. Oui. Par rapport à peut-être la GPA, parce qu'on n'est pas sur... Là, on a été touché par toute la société, toute catégorie d'âge, des enfants jusqu'aux personnes âgées, a été effectivement touchée par la pandémie. Effectivement, sur d'autres débats du CCNE, on était parfois sur des catégories, voire ce qu'on appelle en sociologie des minorités silencieuses. Donc, comment vous, avec votre regard sur une dizaine d'années, vous avez vu effectivement des tendances avancer, progresser ou régresser? Je pense que c'est d'accord. Oui. Sûr. J'ai deux questions en fait. Une sur le déconfinement, on demande à un comité d'éthique son avis sur le déconfinement, parce que ce n'est pas une manière de se défausser sur l'autre pour légitimer une décision. C'est la première. La seconde, c'est qu'on avait aussi un certain nombre de règles qui devaient passer des conditions moins contraignantes comme le passe vaccinal, par exemple. Et on a fini par dire il n'est pas obligatoire, il ne sera pas obligatoire, sauf qu'après, on avait en parallèle des compagnies aériennes qui disaient que sans passe vaccinal, vous ne mettez pas les pieds dans les avions, et puis aussi sur le plan international, un certain nombre de pays qui se sont là aussi passé le mot pour rendre indirectement le passe vaccinal obligatoire. Et enfin, pour les ados, si ça a marché, je pense que c'est surtout parce qu'on leur a fait, c'est-à-dire qu'on est intéressé au fait que vaccinés, ils vont pouvoir se retrouver dans les écoles, etc. Et c'est un peu maniement du bâton et de la carotte. Mais ce n'était pas le sens de l'avis du CCNE, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé l'argumentaire autour de celui-là. Mais les politiques se servent beaucoup de certains comités de conseil, etc. Mais en l'occurrence, le politique n'a pas attendu l'avis du CCNE
pour pouvoir ouvrir la vaccination. Il y a une troisième question. Il y a eu entre la France et les États-Unis une affaire Serral. Est-ce que vous avez été interrogé sur ce sujet? Je vous réponds tout de suite. On l'a évoqué à un moment donné, on n'a pas été saisi de cette question. On a traité sur l'aspect prison dans d'autres conditions, mais il y a plusieurs années. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été. On a probablement mis un mot dans un des avis qu'il fallait être vigilant sur cet aspect-là, sans vraiment traiter la question de fond. Oui. Oui. Bon, toutes ces questions sont vastes, hein, parce que je ne vais pas y répondre en 2 minutes. Un des points importants, je pense que ça structure probablement les réponses du CCNE. C'est l'attention aux vulnérabilités. Et je pense que ce n'est pas nouveau. Ça apparaît dans la réflexion du CCNE depuis un certain temps, ça ne veut rien dire, c'est une réponse. Et par exemple, il y a 5 ans, on a fait un avis sur les personnes immigrées, hein, les migrants. Et un avis qui a eu un certain retentissement, puisque avec Jean-François Delfrécy l'année dernière, on a été, avec le défenseur des droits, on a été visiter des camps de migrants en région parisienne, parce qu'on avait été alerté par des associations sur cette question-là. C'est-à-dire que finalement, c'est des personnes vulnérables qui n'ont pas accès aux soins, alors qu'en étant sur le sol français, il y a un droit d'accès aux soins, comme vous le savez. Donc, les personnes vulnérables, c'est le cas en particulier des personnes en établissement en EHPAD, par exemple. Il y a beaucoup de personnes. Alors, ce n'était pas le cas avant, les EHPAD, peut-être il y a 20 ou 30 ans, il y avait moins de personnes avec des comorbidités que maintenant. On rentre plus tard maintenant dans les EHPAD. Et je pense qu'on a vu, ce qu'on a vu dans les premiers mois de la pandémie, c'est qu'il y avait énormément de décès dans les EHPAD. Donc les personnes vulnérables au premier chef en France, c'était les personnes qui étaient dans les EHPAD, en institution. Donc notre recommandation immédiate, ça a été de dire, mais avec d'autres, hein, la HAS a dit également la même chose, c'est qu'il faut confiner, il faut isoler, puis vacciner, quand on a eu le vaccin, les personnes les plus vulnérables, et en particulier celles qui sont en institution. Avec un risque, et sur lequel on a aussi exprimé notre réflexion éthique, c'est qu'en coupant la relation intergénérationnelle, parce que les personnes en institution ne sont pas hors sol, ils ont des relations avec leur famille, avec les proches, avec les accompagnants, avec les soignants en particulier. Couper du jour au lendemain, même si on a mis des solutions numériques pour pallier cette absence. Oui, non, mais ça a été délétère. Jusqu'à avoir un décret, celui du 1er avril 2020, qui était d'interdire tout soin funéraire aux personnes décédées de Covid, et avec suppression de la présence de la famille, etc. Enfin, je vous la fais court, mais c'était ça. Donc, le comité d'éthique a dit, y compris quand la personne est décédée, on doit respecter le vivant et la personne décédée. Et donc, on a écrit, en relayant un peu ce qu'on avait entendu de l'ensemble des comités, des conseils de soutien éthique qu'on avait proposé la mise en place, dont on avait proposé la mise en place dès le mois de mars 2020. Et on a eu beaucoup de remontées de ces conseils de soutien éthique qui travaillaient au plus près, en proximité finalement des hôpitaux et des EHPAD. Ce type de remontée qui nous a fait écrire au ministère de la Santé et qui a conduit à
à la suppression, si je puis dire, du décret du 1er avril 2020. Donc un assouplissement des mesures à partir d'avril et mai 2020. Donc, les personnes vulnérables, oui, elles sont prioritaires. Oui, on peut supposer un certain nombre de restrictions de liberté, à condition qu'elles soient à la hauteur des enjeux, si je puis dire, soient assujetties à ces enjeux, mais pas au-delà, et en particulier pas la suppression des liens intergénérationnels qui ont été très délétères pour les personnes âgées. Donc, vous voyez, notre réflexion, elle s'articule autour du soin, de l'accompagnement, de la responsabilité et aussi le fait de, c'est pas parce qu'on protège une partie de la population, les personnes vulnérables, qu'il faut supprimer l'ensemble des libertés qui sont permises, qui sont autorisées à ce moment-là. Alors, on a découvert après, mais assez rapidement, que les personnes vulnérables, c'était aussi les personnes en situation sociale, en particulier en prison, mais pas seulement. Il y a en particulier au niveau de la contamination virale, entre le 9.3 et le 92, sur la ligne de Sceaux, vous avez un dégradé. Vous partez d'une contamination importante en Seine-Saint-Denis et vers Sceaux ou Gif-sur-Yvette, par exemple, vous avez beaucoup moins de contamination. Donc, une question qui est liée à la contamination virale, non pas de la vulnérabilité, ni des comorbidités d'ailleurs, ni de l'âge, mais des conditions sociales. Donc, des recommandations qu'on a formulées après s'appuient aussi sur cette expérimentation, ce constat épidémiologique qui avait été formulé notamment par l'INSEE. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je pense qu'en termes de principe, je pense que ce qu'on fait évoluer aujourd'hui, mais il faudrait aller dans le détail pour répondre à la question de Karine, c'est le principe même de l'autonomie. Je pense que le principe d'autonomie, et en particulier pour la fin de vie, il est peut-être à examiner avec une autre notion du contexte du principe même d'autonomie qui suppose des relations avec le soignant, avec l'accompagnement, etc. Donc, ce n'est pas exiger, par exemple, une autonomie sous condition d'exprimer ma propre liberté, et c'est de dire qu'il faut prendre en compte le contexte général de ce qu'est une personne en fin de vie, quand elle a besoin d'être accompagnée, quand elle a besoin d'avoir des soins palliatifs, on l'évoquait tout à l'heure, et d'autres conditions qui lui permettent de faire que la fin de vie, jusqu'au bout, soit réellement une vie aussi. Ou pas avec l'euthanasie. Mais c'est une question qu'on discute actuellement au CCNE. Et jusqu'à présent, on a travaillé sur cette question depuis 30 ans. C'était ce principe-là que vous voulez qu'on a mis en avant. Peut-être rappeler l'épisode du pass vaccinal. Alors, pass vaccinal, en fait, on n'a pas été saisi sur le pass vaccinal. On a fait une réflexion 6 mois avant que ça soit mis sur la table, en disant, si on parle du pass vaccinal, d'ailleurs, on parlait du certificat de vaccination européen, on avait du passeport vaccinal, etc. Au début, c'était assez flou. Mais, oui, bien sûr, il y avait une confusion. Donc, nous, on a travaillé sur cette confusion, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout la clarification de ce qui était attendu de ce pass, on a simplement énoncé un certain nombre de principes. Et dans les principes qu'on a évoqués, c'est un peu ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est-à-dire prendre en compte la responsabilité des personnes, ne pas attribuer un pass vaccinal, conditions de pass vaccinal pour l'ensemble de la population, c'est dans certaines conditions, se poser la question du contrôle du pass vaccinal, aussi, qui va être habilité à contrôler le pass vaccinal. Et en fait, on n'a pas été saisi et on n'a pas abouti sur cette réflexion comme on l'aurait souhaité à ce moment-là. Donc, est-ce que vous avez répondu à la question de votre ami sur est-ce que finalement des comités comme les vôtres ne servent-ils pas parfois à légitimer une décision politique et finalement à se défausser sa propre responsabilité? Je n'ai pas répondu parce que c'est une question embêtante. Ça me l'a pas envoyé à cette question.
Non, mais c'est une question qu'on se pose. D'ailleurs, une des discussions que j'ai eues avec Axel Kahn il y a 2 ans, c'était, il me disait, écoute, un comité d'éthique, il doit être vigilant justement à ne pas jouer ce rôle-là, c'est-à-dire de servir de blanc-seing à toute décision politique après qui pourrait surfer sur un avis du comité. Est-ce que Jean-François Benchessi, qui est probablement, enfin, je le dis là, après le vote, sans doute avec ça, mais je respecte le plus. Ah, mais je ne lui ai pas posé cette question. Est-ce que le fait qu'il fût nommé ou soit nommé, qu'il ait été nommé au comité scientifique, lui a-t-il posé un problème qui reste président du comité d'éthique? Alors, il s'est mis en dehors du comité du CCNE pendant le premier trimestre, jusqu'en juillet 2020, puisque c'est la vice-présidente qui a présidé à ce moment-là. Bon, après, disons que les habitudes avaient été prises de bien dissocier le travail du conseil scientifique et le travail du CCNE. Et il est revenu au comité dès le 1er juillet 2020. On a travaillé ensemble depuis ce temps-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de problème de sa part, au moins pendant le premier trimestre. Une question, alors on va faire des questions rapides. On a un quart d'heure. Allez-y. Une question en fait, pour savoir quelle était la proportion des avis, c'est bien ça le terme, que peut donner le CCNE qui était pas lié à une saisine par le pouvoir exécutif, mais par une autosaisine ou par d'autres instituts, d'autres organismes. Ouais. Et pour avoir une idée un peu du pourcentage. Et est-ce que justement, maintenant qu'il y a cette visibilité claire peut-être de la société avec la loi bioéthique et la Covid, tout ce qui est le CCNE, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour le CNE de plus s'autosaisir de certains sujets? Toute la crise Covid a vu que ça amplifie en fait des problèmes médicaux, sanitaires qui étaient déjà présents. Et vous avez parlé que maintenant, l'enjeu, c'est aussi l'accès au droit. Et oui, il y a des enjeux éthiques sur les nouvelles technologies ou les nouveaux enjeux, mais surtout l'accès au droit, quand on voit la disparité d'accès aux soins ou des choix budgétaires, j'en sais rien, parce que par exemple, pour avoir le conseil le CCNE qui se saisit, je ne sais pas, de la loi de finances en disant que c'est insuffisant pour assurer un service public de qualité et avoir des hôpitaux qui fonctionnent. Moi, j'ai dit l'accord de la dette, il y a la question de la clinique du tract qui est ignorée, etc. Est-ce que ça peut être ça a déjà été fait, est-ce que c'est envisagé, c'est envisageable? On est avec. On va prendre les deux questions. À la fin, on n'est pas dans le bon, en fait, le sujet, je dirais, le témoignage fictionnel, voilà, vous allez vous souvenir d'impacter personnellement. Oui. Je voudrais poser une question sur les données de santé. Est-ce qu'il ne faudrait pas élargir l'utilisation des données de santé pour permettre justement de mieux informer le public et ainsi de prendre des décisions des résultats que vous donner? Oui. Vous vouliez poser une question? Alors, c'est toi. Non, c'est ce que je disais, mais est-ce que vous avez une impression réellement d'avoir une réelle influence sur un aspect ou sur un autre? Quel aspect pour vous a été plus important dans votre action? Oui. Et moi, j'en connais aussi pourquoi le CCNI n'a-t-il pas réagi plus fermement sur les nouvelles informations? Ah oui, exact. Je crois qu'on a à peu près. Non, mais ça, c'est. Oui, je sais. Alors, bon, la dignité, je vais faire 2 choses en même temps. Gagner du temps, balayer rapidement les diapos, et ça répond à une partie de vos questions, et répondre aux questions aussi. Je pense que la question du tri, la question de la dignité, ce qu'on a dit, c'est la dignité d'une personne ne peut pas être tributaire de son utilité. Et en gros, ça, c'était un principe majeur qu'on a affiché d'emblée, et ça permet de décliner un certain nombre de recommandations qu'on a pu formuler. On a repris aussi quelque chose que
qui n'était pas produit par le CCNE, c'était Aristote, il n'était pas au CCNE. C'est le principe d'égalité aussi. C'est toujours cette notion de soin. On a rappelé que le principe d'égalité, le principe de justice, il doit aussi s'accompagner d'un principe d'équité. Être juste consiste à être équitable, c'est-à-dire à prendre une décision qui sera ajustée au contexte. Donc ça explique, et je n'ai pas le temps de développer ce qu'on a proposé comme recommandation pour le tri, puisque le tri, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, comme je vous l'ai rappelé au début, les ressources, que ce soit les ressources en lit ou en vaccins ou en personnes humaines, notamment, ne sont pas suffisantes pour affronter les besoins. Donc, il faut ajuster. Et les besoins dans leur entité. Dans leur entité qui est de dire, il n'y a pas seulement les besoins en patients Covid+, il y a aussi les besoins en patients Covid-. Et ça, on est en incapacité de faire à un moment donné de la pandémie, à un moment donné de la crise du système de santé, on est en incapacité d'affronter ces besoins-là. Donc, je pense que là, on a proposé un certain nombre de priorités. Je n'ai pas le temps de les développer, mais qui ont nourri un avis sur le triage qui a été publié en novembre 2020. Ce qui veut dire que, et c'est pour répondre à une des questions, c'est que depuis cette époque-là, on a mis en place un groupe santé publique. C'était donc une autosaisine santé publique qui va réfléchir à toutes ces questions. En plus, à toutes ces questions. Ça va, c'est pas grave. Merci, Karine. À toutes ces questions qui dépassent le cadre même de l'éthique de l'individu, l'autonomie, la liberté, oui, mais dans un contexte de santé publique qui nécessite aussi de mettre en avant d'autres principes éthiques, l'intérêt général, le bien commun, etc. Donc, on a rendu un avis l'année dernière, en juillet 2021, dont j'étais co-rapporteur, sur la santé publique, l'éthique et la santé publique. Et donc, ça répond à un certain nombre de questions qui montrent que, d'une part, on élargit les principes éthiques à d'autres principes qui sont portés par la santé publique et donc par le système de santé, pour faire court, mais aussi on répond à une question qui concerne les autosaisines. Alors, je ne peux pas vous donner le pourcentage d'autosaisines par rapport à nos 138 publications, mais comme je suis missionné par Jean-François Delfrécy pour faire un ouvrage pour les 40 ans du CCNE en février 2023, vous aurez la réponse dans le cadre de cet ouvrage. Donc, on s'approprie la question aujourd'hui de la fin de vie alors qu'on n'a pas eu de saisine sur la fin de vie. Et bien sûr, il y avait des discussions parlementaires sur la question, on est au courant là-dessus, il y a eu des projets de loi. Tous les trimestres, il y avait un projet de loi. Néanmoins, on a pensé que c'était important de revisiter nos prises de position antérieures. On a eu une demi-douzaine de prises de position sur la fin de vie, et depuis 30 ans. Donc, pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la société, l'individu, réclame le besoin, ce que nous disent les sondages, le besoin d'avoir une liberté sur la décision de fin de vie. Donc, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas plus. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à un certain nombre de questions. Les données de santé, oui, on a eu beaucoup d'avis, je suis d'accord un peu avec votre analyse. Simplement, il y a un comité d'éthique du numérique qui s'est mis en place depuis 2 ans et qui aborde ces questions-là directement, en particulier autour des Health Data Hub, etc. Donc, c'est eux qui traitent ça en partenariat avec nous et l'avis va être rendu dans les prochains mois. Je pense que c'est bien maturé. Ce qui vous a marqué. Oui, ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, en fait, et je répondrai aussi à une question que vous avez posée. Ce n'est pas un avis particulier, c'est la façon de réfléchir collectivement.
C'est-à-dire, on est des gens qui viennent d'opinions, de professions différentes. Je ne fais pas le détail, je vous l'ai rappelé rapidement tout à l'heure. On n'a pas forcément les mêmes codes, les mêmes langages. On ne se comprend pas automatiquement, mais on est capable quand même de s'écouter et de pouvoir, sur des questions complexes, parce que les questions d'éthique ne sont pas des questions, il suffit de cocher dans une case pour dire voilà la réponse. Ce sont toujours des questions complexes. L'ouverture de l'AMP, l'ouverture, même la fin de vie, c'est des questions complexes. Mais je crois qu'on est en capacité de s'écouter, de pouvoir écouter les opinions des uns et des autres, de faire venir des gens qui peuvent nous apporter des éclairages sur un certain nombre de questions et qui nous donnent une certaine forme d'originalité dans la formulation de la réponse, qu'elle soit une réponse à une autosaisine ou à une saisine. Et je crois que c'est ça la force. Et je pense que je l'ai vécu dans la trentaine d'avis que j'ai suivis depuis 10 ans, à peu près une trentaine. Y compris, j'étais à la section technique, enfin j'étais président pendant 6 ans, mais j'étais à la section technique depuis le début. Donc, on voit bien qu'on suit la maturation d'un avis quand on est dans un groupe de travail, à la section technique et au comité plénier. Et on voit l'enrichissement à chaque étape de la discussion, de l'écoute, des arguments. Et il n'y a pas de mission politique qui fasse qu'on va diriger un avis vers telle recommandation parce que ça nous est demandé. Alors, après, votre question est un peu différente. C'est est-ce qu'on ne sert pas disons, de caution, d'alibi, en quelque sorte. Je crois qu'on est consultatif. Déjà, le comité est consultatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligation aux politiques de suivre notre avis. Il y a eu certaines situations où on n'a pas été suivis. Par exemple, on a proposé un certain nombre de modifications sur l'ingénierie génomique, à certaines étapes, je ne vous donne pas le détail parce que nous n'avons pas le temps. Ce n'est pas suivi dans la loi de bioéthique. En revanche, un certain nombre d'ouvertures quant à la possibilité de dissocier les recherches sur embryons par rapport aux recherches sur lignées cellulaires embryoniques, par exemple, est maintenant répercuté dans la loi de bioéthique de 2021. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait sur le... Mais ce n'était pas le cas il y a 6 ans. Si. C'est véritablement... Donc, votre avis va être publié, mais si vous ne dites pas on l'envoie aux politiques, quand même. Et à l'ensemble des députés et sénateurs, notamment. Donc, c'est une question trop compliquée, mais je pense que là encore, dans l'ouvrage que l'on fait, qui est un ouvrage qui n'est pas simplement une compilation de ce qu'on a pu faire et des effets, et des bravoures, des moments de bravoure qu'on a rencontrés, c'est une analyse un peu critique du rôle du CCNE. Et dans cet ouvrage-là, j'ai posé la question que vous m'avez posée à l'ensemble des 4 présidents d'honneur qui existent aujourd'hui. Jean-Bernard, le premier président, est décédé. Donc, il y a Jean-Pierre Changeux, il y a Jean-Claude Amezen, il y a Didier Sicard et Alain Grimfeld. On leur a demandé à chacun, ils vont écrire dans le cadre de l'ouvrage, quelle mission, quel rôle a à leurs yeux le comité d'éthique à l'époque, mais aussi maintenant. Et puis, quel fait marquant ils sont retirés de leur mandat pendant 6 ans, 9 ans, selon les présidents, en tant que président du CCNE. Mais je n'ai pas eu les réponses, mais je ne serais pas étonné que ce que je vous ai dit en termes d'une instance qui est capable de mettre en scène des gens qui s'écoutent. C'est un luxe dans notre société aujourd'hui. Essayez de voir, faites le détour dans un parlement, dans une assemblée nationale. On est plutôt dans l'injonction que dans les mots d'oiseau, que dans l'écoute. De temps en temps, il y a des tensions. Je pense que les principes qu'on a évoqués ensemble, les principes éthiques, sont souvent mis en tension. Mais il y a un respect de l'opinion différente
qui fait qu'on peut cheminer ensemble jusqu'à un moment donné, on n'a pas forcément un consensus, un compromis, et on peut exprimer des positions minoritaires. Moi, je l'ai personnellement fait dans un avis, l'avis 125, 126, quand il s'agissait à l'époque d'ouvrir l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. J'ai été avec d'autres dans une position minoritaire, compte tenu de l'analyse qu'on avait faite des bénéfices et risques que ça pouvait représenter pour les personnes en question et en particulier pour les femmes seules. Mais l'avis majoritaire était différent. C'est l'avis majoritaire qui permet la modification de l'avis, enfin... Non, l'avis intègre l'ensemble. Oui, voilà. Je pense que c'est important, c'est que parce qu'on partage jusqu'à un certain point la même réflexion, la même dynamique, le même cheminement, il est logique que l'ensemble des avis, minoritaires ou majoritaires, fassent partie de l'opinion du CCNE. La question sur la mauvaise information. Alors, la mauvaise information, alors là aussi, ça a donné lieu d'un avis du comité d'éthique du numérique, et je voulais vous en parler aussi dans une diapo. Donc, on a en particulier rappelé à chaque fois l'importance de la transparence, s'appuyer sur des faits scientifiques, etc., dans la communication, d'autant plus que quand on demande aux gens, quand on recueille le consentement des personnes, s'il n'y a pas une information claire et transparente, c'est difficile d'avoir cette... Et je voulais terminer aussi sur l'aspect du cadre général. C'est un peu ce qui ressort un peu de notre analyse et c'est un peu ce que je vous ai dit autour de la santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable quand même de tirer les enseignements de cette période de 2 ans. Ça va être fait, j'espère. Et donc de donner sens à ce qui peut être un vivre ensemble. Et je pense que c'est un point important que je voulais développer avec vous, mais on n'a pas eu le temps, qui est de donner un peu des nouveaux repères éthiques autour de cette capacité de vivre ensemble, tout en sachant que les repères éthiques concernant l'individu, la liberté, l'autonomie sont préservés, bien entendu. Mais dans un cadre général qui fait que, en particulier, j'ai repris une expression de Amartya Sen, c'est que aujourd'hui, hier, par exemple, on a supprimé l'économie pour préserver la santé d'un certain nombre de personnes vulnérables. Ça a été mis en berne, si je puis dire, l'économie à un moment donné. Et je pense que la réflexion globale de l'individu, ce n'est pas seulement respecter ses repères éthiques, son autonomie, etc., c'est de réencastrer l'autonomie dans une éthique qui s'appuie sur des faits scientifiques en particulier. Et donc, j'aime bien cette expression d'Amartya Sen, qui est un peu de mettre sur pied, une économie qui s'encastre finalement dans la réflexion éthique. Et c'est ce qu'on a proposé en particulier, mais qui semble faire son chemin autour de l'accès des vaccins Covid pour les pays à ressources limitées. Quand on voit maintenant qu'il peut y avoir une levée des brevets sur les vaccins Covid qui permettra l'accessibilité aux soins finalement pour des pays qui n'ont pas forcément les ressources pour acheter des vaccins, c'est une forme de réencastrement de l'économie sur une certaine forme d'éthique de la société. Voilà. Bon, vous voyez, j'avais encore des choses qui pouvaient être développées si on avait eu 3 heures. Je pense que si on veut simplement consacrer quelques lignes sur la conclusion, ce que je retiens de la pandémie et ce qu'on a retenu aussi de notre réflexion, c'est que la pandémie est révélatrice des fragilités de l'individu et de la société. Et je pense que c'est un point important qui nécessite justement de renforcer cette politique globale qui encastre l'individu dans une société comme je l'ai évoqué avant. Donc c'est un contexte de santé publique qui ne s'oppose pas aux innovations, bien entendu. On a vu dès le départ que la science était au rendez-vous et la science a été dès le départ un recours à la crise. Et je pense que c'est un point important qui doit mettre en musique finalement
les principes éthiques de la santé publique et les innovations, et qui nécessite un enjeu démocratique nouveau à inventer. Tous nos avis débouchent sur cet aspect-là. Et l'enjeu démocratique nécessite un approfondissement de ce qu'est la délibération démocratique. Est-ce que c'est un comité citoyen tel que le comité climat? Je ne sais pas. Je pense qu'on a un besoin aujourd'hui de réinventer la délibération démocratique. C'est ce qu'on a proposé aussi à un certain nombre de textes dans nos avis. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les États généraux de la bioéthique. C'est de mettre en scène au plus près des lieux de vie des personnes, des espaces d'initiative, de dialogue, de prise de responsabilité. Vous voyez encore, je remploie ce terme de responsabilité pour l'ensemble des individus, de façon à créer de la confiance. On voit aussi que la période que l'on a connue autour de la Covid, c'est un déficit de confiance, en quelque sorte. Ce qui peut expliquer à un moment donné qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas se faire vacciner, par exemple. Et je pense que reprendre un petit peu la nécessité d'expliquer les décisions, de créer ces espaces de dialogue et de responsabilité peut permettre de redonner de la confiance, avec évidemment la mise en avant des principes de justice et d'équité. Voilà. En gros, ce schéma-là que j'emprunte à Jean-François, quand il fait ses topos sur le Covid, il a toujours ce temps de réflexion autour de la santé publique et des innovations. Alors, les innovations, on voit que ça concerne les vaccins, mais maintenant, c'est les médicaments et d'autres. Mais ça met en scène le citoyen, ça met en scène les professionnels de santé, ça met en scène les médias, donc ça répond à votre question. Ça veut dire que les réseaux sociaux ont été délétères, finalement, dans ce type de mise en confiance de la société, et ça met en scène le politique. Et je pense que c'est ça à inventer aujourd'hui. C'est ces espaces de démocratie participative, mais au plus près des lieux de vie des individus qu'il faut créer pour donner de la confiance dans une politique de santé publique. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais on aurait pu effectivement développer d'autres aspects. Je peux vous laisser mon PowerPoint qui peut être disponible. Est-ce qu'on peut voir si au niveau Zoom, on a eu des questions en chat quand même? Voilà. Peut-être qu'il faut que vous enleviez votre diaporama. Je vous laisse faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention très brillante et cet éclairage. Très heureux de vous avoir parmi nous. Et c'est vrai que... Non, ne bougez pas. Juste voir si au niveau de nos collègues qui sont au niveau du Zoom. Est-ce que lors de notre conversation, oui. Est-ce que vous pourriez revenir sur une question un peu philosophique, peut-être? C'est la place de la sécurité, malgré tout, dans l'arsenal que nous avons à notre disposition, enfin que les sociétés ont. C'est indéfini, c'est-à-dire le pouvoir politique, également les citoyens, finalement, quand survient, comme cela s'est fait, des questions éminemment supérieures, comme celle de la santé, face au risque que les gens couraient. Et dans le fond, on peut quand même se dire aussi que la société avait besoin quand même malgré tout de se défendre. Alors, question vaste, encore une fois, vous êtes spécialiste de question vaste. Je pourrais répondre peut-être par un exemple. Bien sûr, le rapport bénéfice-risque est essentiel. Les recommandations, je n'ai pas eu le temps de les détailler, mais pour la vaccination des enfants, on a développé, des adolescents, on a développé cet argumentaire autour des bénéfices et aussi des risques. Néanmoins, c'est Alain Fischer qui nous l'a dit il y a un an, quand on a ouvert la vaccination aux personnes âgées, on n'avait pas la certitude, on n'avait pas l'assurance scientifique, on n'avait pas de fiabilité. Donc on a eu une prise de risque parce qu'on a imaginé quand même que la prise de risque permettait de progresser vers le bénéfice global de la santé des personnes vulnérables, en l'occurrence des personnes âgées en comorbidité. On n'avait pas le recul suffisamment ni les résultats expérimentaux suffisants pour dire que vacciner les personnes âgées avec comorbidité pouvait être tout à fait bénéfique. Donc,
c'est un exemple qui alimente un petit peu une réponse plus générale à votre question. Je pense qu'on ne s'affranchit pas de ce rapport bénéfice-risque à analyser à chaque fois. Mais on est en capacité quand même, y compris dans une réflexion éthique, de prendre des risques au bénéfice de l'intérêt général, en quelque sorte. Et je pense qu'inscrire une politique, une réflexion éthique, non seulement sur les principes éthiques de l'individu, autonomie, liberté, respect de la liberté, etc., dignité de la personne, inscrire ces principes dans une réflexion globale, plus globale de santé publique, avec d'autres exigences éthiques, et le respect de l'intérêt général en particulier, fait évoluer un petit peu la réponse à votre question. On est en capacité de prendre des risques, on voit l'ensemble d'une politique de santé publique. C'est une démarche ambitieuse, parce que là, on est sur de l'éthique de santé publique, et l'éthique de santé publique, comme je le vois dans le domaine de la santé publique, est très peu développée en France. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de prendre les principes éthiques qui peuvent guider, ce que vous avez dit aussi, des prises de décision politiques et parfois économiques au niveau de la gestion des ressources. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez innovant en soi que de développer cette branche-là de l'éthique. Il faut regarder notre avis 137 ou 138, c'est un des deux derniers, de toute façon, qui traite de cette question-là. Il n'est pas d'emblée à l'écart les principes éthiques individuels. L'éthique s'appuie beaucoup sur les principes de dignité, etc., mais qui intègre ces principes dans une vision plus globale et qui rejoint un peu ce que dit Amartya Sen, c'est-à-dire pourquoi réencastrer l'économie dans une santé globale, dans une éthique globale. Finalement, c'est bien de cette conception de santé publique qu'il faut maintenant développer. Je pense que c'est aussi à Sciences Po qu'on peut développer ce type de réflexion. Je pense qu'il y a il y a pas mal d'endroits où on peut développer ça. C'est plus que de la santé publique, ça rejoint le domaine du développement durable. Vous qui êtes un professionnel de la science du vivant, ça va au-delà. Ah oui, mais en tant qu'agronome, je veux dire, on est dans la science du vivant au sens large et ça rejoint le développement durable. Et c'est vrai qu'à Sciences Po, il y a des endroits effectivement où on fait beaucoup de recherche sur le développement durable, l'écologie, la santé. Est-ce qu'on peut en profiter pour celles et ceux qui sont là, de leur dire qu'il y a une réflexion qui va naître, notamment de Sciences Po, de différents groupes à la maison, sur l'information en santé, la qualité de l'information en santé. C'est un groupe de travail qui va mobiliser des médecins, les professionnels de santé, les soignants, mais aussi les journalistes, les hommes de communication, etc. Et ça va travailler. On va travailler là-dessus. En particulier, la Pi Hour, qui est le groupe santé fait chaque année, qu'il va faire en septembre, ou pas le dire rapidement, c'est en juin, en septembre. On va travailler, je vous donnerai la date, et regardez là, si vous voulez à la fois venir à la réunion, ou si vous engagez dans cette réflexion, c'est possible. Et puis pour le groupe éthique, je pense qu'on s'appuiera aussi sur cette démarche-là, parce que vous avez parlé d'éthique de la communication, et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la question, mais je pense que ce sera l'occasion de parler d'une éthique dans la formation en santé. Oui. Voilà, donc je pense que c'est quelle date qui est retenue sur la Pi Hour? Ce sera la rentrée en septembre. Ça pourra effectivement rejoindre encore le débat. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais dès le 13 mars 2020, c'était un point essentiel de notre recommandation, l'éthique de la communication. Fake news, tout ça. Mais également l'éthique de la recherche. Je pense qu'au niveau recherche, il y a des choses intéressantes à voir, c'est qu'il y a eu une prolifération des papiers Covid à partir du mois de janvier 2020, considérable, jamais vu. Avec quelle qualité, quelle intégrité scientifique. Compliqué. On a eu des refus de grandes revues. Il y a eu quand même des grands. J'ai juste un petit commentaire à faire sur votre conclusion. Lorsque vous parlez du Covid-19, révélateur de fragilité de la société, c'est certainement vrai dans un certain nombre de domaines, mais j'ai quand même le sentiment que ça a été aussi un révélateur des forces de cette société, où elle a été concluante, qui a écouté, qui s'est enfermée pendant 2 mois, qui a travaillé avec des grades, qui a travaillé dans des niveaux, des hygiènes, etc. Et aussi, il y a
certain nombre de problèmes éthiques. Hein. Et donc, je pense que c'est plus des fragilités de la notion de nation. C'est-à-dire que si on n'allait pas vers les revenus, les finances, etc., dans quel état serait-il? C'est l'état de guerre. C'est l'exceptionnalité de la situation. Et peut-être déstabiliser, certes, par un phénomène surprenant, inédit, etc., mais comme quoi. Vous avez entièrement raison. Donc ça, nous l'avons écrit, effectivement, et vous avez raison de rappeler cet aspect. Ça ne fait pas beaucoup de temps, mais aussi, je pense que le point de vulnérabilité est quand même un point important. Je pense que c'était peut-être aussi, entre les deux, je crois que le fait d'identifier les personnes vulnérables, finalement, même dans les EHPAD, on n'avait pas imaginé que les personnes étaient vulnérables. On a eu des syndromes de glissement. Et on a eu des syndromes de glissement derrière par le manque de lien relationnel. Oui. Donc, oui, vous avez tout à fait raison en mettant les aspects positifs de la société. Enfin, positif, moi je suis assez prudente là-dessus parce qu'on a quand même une grande restriction des libertés individuelles, y compris sur les jeunes générations, les adolescents, etc. On a mis quand même entre parenthèses 2 ans de vie chez les jeunes, etc. Et on commence à avoir des répercussions importantes en termes de santé psychique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a été capable de restreindre des libertés au nom de l'intérêt commun. Et donc, on était vraiment dans un état de guerre qui a légitimé au nom de quoi. Mais je me pose la question si actuellement, malheureusement, on n'a pas une régression de cet élan de solidarité vers un individualisme qui revient encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a un repli sur soi post-traumatique. C'est un peu un repli sur soi post-traumatique parce que c'est maintenant qu'on a les contre-effets. Ce qui serait intéressant, c'est de faire le retour d'expérience plutôt que d'essayer d'expliquer le. Voilà. Mais dans sa réalité, à toutes les échelles, y compris à l'échelle la plus en proximité, y compris dans les EHPAD, par exemple, etc. Et ça, c'est un enjeu capital pour pouvoir s'armer pour d'éventuels d'autres. Oui, mais là, je reviens sur ce qui a été dit, c'est qui aura la légitimité pleine et entière de faire ce retour d'expérience. Ce n'est pas simple. Sondage public. Le sondage local, national. Un exercice intéressant. Très profitable. Le problème, c'est qu'on fait comme, par exemple, on a des 4 ans, des certifications, etc. Sauf que maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'on sait que finalement, la qualité, ça exige un suivi pérenne, etc. Mais moi, je me souviens, il y a 20 ans, 15-20 ans, entre 2 certifications, il ne se passait rien du tout. Je sais bien, j'ai un peu vécu dans les gens. Profitez pas justement des remédiations, des propositions, des recommandations. Sauf quand il y a une recommandation avec réserve, là, on travaille un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. J'espère que ça répondait un petit peu à votre attente. On va faire un petit compte rendu. Un compte rendu ensemble. Je valide tout ce que vous voulez. Mais vous avez le PowerPoint. Oui, non, mais j'écrirai un texte et puis on écrira un texte tous les 3 pour faire un retour à ceux qui n'ont pas pu être là. Cas, et puis, merci pour c'est important. Merci votre attention beaucoup. et vos questions aussi. Parce que je pense que ces questions sont intéressantes et mériteraient d'autres prises de parole beaucoup plus longues. Mais c'est un début, on commence les retours d'expérience. Merci beaucoup à vous et puis je pense qu'on continuera ces échanges-là.